Dominique Vienne, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle vos titres. Vous êtes président de la CPME. C'est un des deux organismes patronaux avec le MEDEF. Vous battez un peu, mais vous êtes sensiblement à égalité l'un avec l'autre. Vous êtes passé devant, d'après ce que vous avez dit récemment lors d'une assemblée générale, votre dernière assemblée générale, en nombre d'adhérents. Je ne sais pas si on est devant ou à côté ou derrière. C'est à peu près. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est que nous sommes 620 adhérents. Et effectivement, on représente aujourd'hui beaucoup d'entreprises, parce que le tissu économique finalement de La Réunion, c'est atomisé. Rappelons-nous, il y a 20 ans, est-ce que le visage de l'économie réunionnaise est le même dans les années 80? Donc aujourd'hui, en 2018, on a un tissu très vivace, on a de plus en plus de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, on a des groupes qui ont changé de main. Rappelez-vous, Sucrerie de Bois-Rouge, moi quand j'ai commencé ma carrière, c'était Jacques de Châteauvieux, aujourd'hui c'est Tereos. Donc le monde réunionnais change aussi. Et Dena qui était racheté par les Mauriciens. On voit, donc je pense que, heureusement pour nous, le monde économique change et je crois on n'est pas assez nombreux pour le représenter. Donc je cite quand même mes copains de l'artisanat. Il y a aussi ce qu'on appelle l'union UDP, l'union de professionnels et de proximité, ex-UPA, qui représente eux uniquement les artisans. Même si à la CPME, on a une section artisanale aussi. Mais nous avons donc, dans le Code du travail, aujourd'hui 3 organisations patronales qui sont légitimes à représenter les intérêts des employeurs. Votre image, c'est plutôt que vous représentez plutôt les petites et moyennes entreprises. C'est votre nom. C'est dans l'ADN. Pour être adhérent de la CPME, il faut être propriétaire de son entreprise. C'est le fondateur en 1944, Léon Gingembre. Donc c'est pas moi qui ai créé cette particularité. Donc on représente des gens comme vous, Pierrot, qui avez mis votre argent, votre honneur, votre sueur et très souvent votre famille dans l'outil de travail. Donc c'est la caractéristique des adhérents de la CPME. Alors si je vous invite, on reparlera peut-être après, mais si je vous invite aujourd'hui, c'est pour faire le bilan de la visite de Mme Girardin. Elle est passée 3 jours à La Réunion. Elle était attendue de pied ferme par les patrons d'une façon générale. Quel est le bilan que vous tirez au bout de 3 jours? Est-ce que vous êtes satisfait de ces discussions? Écoutez, moi d'abord je vous dirais que j'ai passé l'âge de croire qu'il faut attendre des visites ministérielles pour que les choses changent. Puisque nous sommes dans une époque où le temps est rare, l'argent est rare, le pouvoir est de plus en plus dilué. Donc vous l'avez vu, je crois, avant sa venue, elle avait pris une décision concernant le rhum. Et pendant son déplacement, elle a été déjugée par la ministre de la Santé qui a contredit son propre amendement. Donc on voit bien, hier n'est pas demain et demain n'est pas aujourd'hui. Ce que je peux partager avec vous, c'est que c'est une ministre qui était au courant de ces dossiers qui est arrivée à La Réunion. Et je vais vous parler plus particulièrement du sujet économie et de ce qu'on appelle vulgairement la PLFSS, donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui, pour les gens qui vont nous écouter, concerne chaque chef d'entreprise. Parce que clairement, de manière intelligible, c'est est-ce qu'on va payer plus ou moins de charges? Et aujourd'hui... On avait des abattements, et ces abattements aujourd'hui sont plus ou moins remis en cause. Alors il y avait 2 leviers, il y avait les abattements et un crédit d'impôt qui s'appelle le CICE, qui lui est un crédit d'impôt fiscal, et de l'autre côté des exonérations de charges. Et par souhait de simplification, le ministère est en train de préparer une revue qui s'appelle la revue des aides économiques, qui va fusionner ces 2 sujets pour en faire qu'un seul d'exonération. Alors le discours officiel, c'est de dire qu'on le fait en enveloppe constante, on ne serait pas perdant, mais en fait, quand vous regardez dans le détail... Alors la subtilité, c'est que le discours gouvernemental, c'est à périmètre constant. Donc, comme vous, j'inclus que dans le périmètre, c'est aussi le montant, le budget. Ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a quand même des nouveaux entrants dans cette revue des aides économiques. Anciennement, les entreprises de plus de 250 salariés et 50 millions d'euros de bilan étaient, ce qu'on va dire, en LODEOM simple. C'est-à-dire avec un niveau d'exonération de droit commun. Aujourd'hui, dans le futur projet, les grandes entreprises pourront aussi être en compétitivité, c'est-à-dire plus accompagnées. Ce qui veut dire que ça en fait autant en moins pour les petites? Ça veut dire que le partage de l'enveloppe est avec plus de personnes. Bon. Ce qui est, moi je dirais à la limite, peu m'importe qui rentre ou qui ne rentre pas, puisque le point d'entrée du raisonnement du gouvernement, et la ministre nous l'a rappelé, c'est que les moins de 11 sont accompagnés. Je vous rappellerai que 96% des entreprises réunionnaises ont moins de 10 salariés, que le BTP serait accompagné, et enfin qu'il y aurait des secteurs dits renforcés, que sont le digital, l'économie de la mer, l'économie de demain. Donc nous, sur ce point de départ... La presse aussi, on a été rajouté. Il y a eu effectivement la presse et l'aérien qui a eu un loupé, mais semble-t-il, elle vous rajoute. Ouais. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le point de départ de ce projet est conforme à nos attentes.
les moins de 11, ce qui est cher à la CPME, le BTP et des secteurs dits renforcés d'avenir, des secteurs de croissance, seraient les gagnants de la réforme. Là où il y a discussion, c'est que nous, on fait tourner nos simulateurs, et il s'avère aujourd'hui, moi j'ai fait tourner des simulateurs avec la compagnie l'Ordre des experts comptables, où dans les moins de 11, il y en a 50% qui perdent beaucoup, et il y a 50% qui gagnent un tout petit peu. Il y a un rapport de 10 entre ceux qui perdent beaucoup et ceux qui gagnent un tout petit peu. Donc même les moins de 11 sont impactés. Notre message auprès de la ministre, elle l'a entendu, c'est est-ce que vous avez revu votre point d'entrée qui était les moins de 11, le BTP et des secteurs de croissance, ou si ce n'est pas le cas, votre modèle mathématique il ne fonctionne pas. Alors, ce à quoi elle a répondu, elle, qu'en fait, c'est vrai qu'entre la vision macroéconomique que l'on peut avoir quand on est dans un ministère et la vision microéconomique que l'on a quand on est un chef d'entreprise et que l'on voit concrètement les répercussions que ça peut avoir, il peut y avoir des décalages, qu'on n'avait pas conscience. Moi, en lisant ça, je me suis dit, c'est quand même faire preuve d'un peu d'amateurisme quand même. Alors, je vais me faire réconciliant de tout le monde, mais je pense quand même que la ministre dépend de données qui lui viennent de l'ACOS, qui est une institution au-dessus de la sécurité sociale. Elle dépend de données qui viennent de Bercy. Ce n'est pas la ministre, elle n'a pas les moyens techniques de mouliner ces données. Donc si on lui donne des données d'entrée qui sont celles qu'on veut lui donner, donc aujourd'hui, Bercy a intérêt. Moi, quelqu'un l'a rappelé lors de la rencontre avec la ministre. Imaginez-vous, si vous voulez bien l'entendre, que Bercy nous disait que le CICE n'était que de 380 millions d'euros en Outre-mer. C'est nous, acteurs économiques, qui lui avons fait une démonstration inverse, que c'était en réalité 580 millions. Vous vous rendez compte? Si nous n'avions pas résisté, nous serions rentrés dans un tuilage, dans un chemin, qui était, vous n'avez que 380 millions de CICE. Parce qu'il y a des confusions entre engagement et réalisé. Parce que, tenez-vous quand même bien, il y a, semble-t-il, des entreprises qui ne réclament pas le CICE. C'est quand même un paradoxe. Donc, on pourrait croire que c'est des gens qui ont trop d'argent. Moi, je rappellerai juste une chose, et c'est notre message, c'est que les TPE-PME n'ont pas les moyens d'être aujourd'hui faire du recouvrement d'impôts, expert comptable, faire le recouvrement d'impôts, percepteur, parce qu'il va falloir faire le prélèvement à la source, policier, parce que maintenant il faut dénoncer les collaborateurs qui ont eu un excès de vitesse, rappelez-vous. Enfin, aujourd'hui, on donne des missions aux chefs d'entreprise qui dépassent le raisonnement, puisqu'on lui déverse des missions de service général, de service public, pardon. Donc oui, certains chefs d'entreprise, il semblerait qu'à La Réunion, c'est 20% d'entreprises qui n'ont pas réclamé le CICE. Ce qui est énorme. Imaginez-vous en Guyane... On part du principe quand même qu'a priori, tous ceux qui ont un expert comptable l'ont réclamé, logiquement. Alors, ce qui serait inquiétant, ça sous-entendrait que tous ceux qui ne l'ont pas réclamé sont avec des experts comptables marrons. Donc c'est aussi un des gros écueils des chefs d'entreprise, et je m'adresse à eux, c'est une fausse économie que de travailler avec quelqu'un qui n'est pas cher. Un expert comptable, c'est quelqu'un qui vous amène des conseils, par exemple, d'avoir un crédit d'impôt qui vous est dû. Donc, comme dit Créole, bon marché coûte cher. D'accord? Donc attention, je m'adresse à mes collègues entrepreneurs, ce sont des fausses économies, adressez-vous à des professionnels, surtout par les temps qui courent, où on doit être justement informé pour prendre les bonnes décisions. D'accord. Donc, elle vous a, semble-t-il, entendu, vous m'avez dit que vous avez pu discuter avec elle longuement. Quelle impression vous en retirez? Est-ce qu'elle est vraiment, comme la presse écrite le laisse entendre, quelqu'un qui est à l'écoute, etc., etc. Est-ce que c'est une impression qu'elle donne? Est-ce que derrière, elle a les moyens de sa politique? Est-ce que vous en ressentez-vous plus optimiste, moins optimiste? Je comprends votre question. Bon, moi, j'ai le sentiment que c'est une ministre qui était au fait de ces dossiers. Voilà. Maintenant, je n'ai pas de certitude de ce qu'elle pourra faire en rentrant, parce que je ne suis pas dans ce monde politique. Je vous dis simplement que, pour le coup, je suis fier. Les acteurs de la réunion économique, l'ensemble des gens qui étaient présents dans cette salle, donc je cite mon confrère, il y avait le MEDEF, il y avait le président de la réunion économique, Jérôme Isotier, la FRBTP, Digital, la CAPEB, représentant de M. Cyril Ricmouni, l'Union des proximités, M. Maurice Profit, les présidents des chambres consulaires, le président du syndicat du sucre, le président du syndicat des banques, le président du syndicat des coopératives agricoles, M. Joël Sorès, il y avait le monde économique. Et elle a entendu des gens qui avaient des demandes étayées. Elle n'a pas entendu des revendications. Donnez-nous, laissez-nous ce que nous avions. C'était étayé. Donc rien que pour ça, je pense que nous avons fait honneur aux gens que nous représentons déjà. Ensuite, la ministre est bien entourée, elle a des conseils techniques qui sont au fait des dossiers. Donc aujourd'hui, je dirais que notre juge de paix, c'est qu'il va falloir faire rentrer dans ces 1,750 milliard les attentes de tous. Est-ce possible? Moi, je vous dirais qu'il y a deux chemins possibles.
Le schéma possible, c'est que nous avons raison, il manque 180 millions d'euros. Et s'il manque 180 millions d'euros, au minimum, ça veut dire que nous pouvons faire rentrer des gens et bouger les paramètres pour que personne ne perde. Parce que Pirot, entendez-le, qui avait demandé, est-ce que quelqu'un a demandé pendant les assises de l'outre-mer que nous payions plus de charges au 1er janvier 2019? Personne. Et le gouvernement nous a jamais dit, au nom d'une solidarité nationale, on va faire en sorte que les Outre-mer payent plus de charges qu'elles n'en payaient le 1er janvier de l'année dernière. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y aurait tromperie si au nom de quelques raisons, on nous dit, bah, vous nous avez mal compris, vous avez payé plus de charges. C'est pas possible. C'était pas le point d'entrée. Et quel paradoxe qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on présente un projet de loi de finances de la sécurité sociale en métropole excédentaire. C'est vrai. Et cette année-là, on demande à ceux qui sont les plus éloignés, les plus démunis en termes d'économie, c'est-à-dire les ultramarins, on vient nous prendre plus d'argent que de raison. C'est incohérent. C'est incohérent. Le président de région, dans un de ses discours, il n'y a pas très longtemps de ça, demandait à ce que l'on fasse de toute la Réunion une zone défiscalisée, avec une baisse forte des impôts sur les entreprises. Est-ce que vous êtes toujours optimiste sur ce projet? Est-ce que vous pensez qu'un jour il peut arriver? Alors là, vous touchez le point fort et le point faible d'un danger qui peut nous guetter. C'est que, oui, vous avez raison, avec la décentralisation, la région devient de plus en plus stratège. Donc il est logique que le président de région, aujourd'hui Didier Robert, dise « Moi, je veux réfléchir à une attractivité fiscale et réglementaire ». C'est logique. Le petit danger qu'il faut qu'on fasse attention, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression au gouvernement qu'aujourd'hui, c'est que le fait régional qui doit décider de l'attractivité, parce qu'on n'en a pas les moyens. Le fait régional, sa seule fiscalité, c'est les dotations de l'État, l'octroi de mer et la fiscalité sur les carburants, globalement. Donc attention, c'est un faux cadeau qu'on nous donnerait en disant prenez de plus en plus d'autonomie, mais sur fonds propres. Voilà. On n'a pas les moyens. Donc on n'a pas les moyens, d'accord. Donc que le président de région discute avec le gouvernement d'un cadre fiscal et réglementaire que la nation nous donne, je suis partant. Mais moi, il y a une petite musique qui parfois peut me faire peur, qui est de dire expérimenter cette décentralisation et que finalement on devienne comme en Polynésie un COM, où la Polynésie, ils ont 72 millions d'euros par an pour gérer le système éducatif. Débrouillez-vous avec. Débrouillez-vous avec, hein. Il n'y a pas de... Ou que l'on fasse comme la quantité territoriale, qu'on vous dise ben, allez-y, et puis... Et ça obère Moi je pense que la Réunion reste... Il ne faut pas être dupe quand même, Pierrot. Il y a aujourd'hui plusieurs outre-mer vu de Paris. On ne gère pas la Guyane et Mayotte, qui sont dans les problématiques lourdes d'immigration massive et de besoins structurels. Ils ont un retard phénoménal. Voilà. Les Antilles, la Polynésie et la Réunion. Si on s'appelle les Outre-mer, c'est pas mal à propos. Et donc aujourd'hui, paradoxalement, ce que je ressens, c'est que, vous savez, c'est un peu comme quand j'étais enfant. Mes parents gagnaient pas assez pour avoir droit à la bourse, enfin trop pour avoir droit à la bourse, et pas assez pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc c'est toujours délicat quand vous êtes dans l'entre-deux eaux. Donc aujourd'hui, la Réunion, on est entre deux eaux. C'est qu'on n'est pas assez mauvais élève, d'accord, et on n'est pas assez profitable pour faire tout seul. Pour faire tout seul. Donc on est... je ne vous dis pas qu'il faut contester de manière forte, mais c'est le paradoxe aujourd'hui de la Réunion, c'est qu'on est très sage. Si vous avez une baguette magique, c'est quoi votre vision de la Réunion dans le domaine économique dans les 10 ans à venir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, j'ai un rêve, c'est qu'on arrête de nous traiter d'outre-mer ou d'ultramarins. Moi, je rêve qu'on nous appelle les Français de la France océanique, et que dans ce rêve, parce que nous sommes la France océanique, c'est nous qui apportons les solutions du futur à la France métropolitaine, qui aujourd'hui est nécrosée dans des problématiques européennes. Je crois que la France doit s'en sortir en ouvrant sa vision du monde, en disant nous ne sommes pas 420 000 km², nous sommes 11 millions de km². Nous sommes sur toute la surface de la planète et nous sommes la France océanique. Et à partir de là, que la diaspora réunionnaise qui aujourd'hui est loin du cœur devienne de facto des représentants de cette France océanique. Les ambassadeurs. Les ambassadeurs de la France océanique. Et moi je rêve de construction de la route de la connaissance où par nos frontières nous vendions la culture, la langue, l'ingénierie française partout sur la surface de la Terre. Parce que tant qu'on considérera... Que chaque territoire soit une sorte de porte-avions de l'Europe même pas de la France, de l'Europe dans la zone où il est. Vous savez, dans le domaine de l'informatique, on dit qu'il y a station F à Paris. Mais que nous devions les trois stations. On l'explique.
ce que c'est que Station F, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est une ancienne gare qui a été rénovée, je crois, par Xavier Niel, oui, notamment, le fondateur de Iliad, oui. Et qui aujourd'hui... De Free. Et qui aujourd'hui met beaucoup de moyens pour qu'il y ait des startups puissent créer le monde de demain. Et c'est un lieu physique qui est une ancienne gare. Et moi, ce futur-là, la station du futur, moi je propose que les 3 territoires océaniques deviennent les stations du futur de la France. Et on y prépare la biodiversité de demain, les réserves halieutiques de la mer, la biodiversité, les énergies. On a tout ce qu'il faut pour devenir ce futur et cette recherche que la France a besoin. Parce que si nous restons dans cette vision... Il y a même les métaux rares au fond de l'océan, tout autour de... Et les métaux rares. Mais si nous restons dans cette vision nord-sud, où nous sommes une région française située à 10 000 km de la métropole, on est condamné à respirer une fois sur 2 pour faire des économies. Donc si on veut reprendre de plein poumon notre voie, VOIX, et notre voie VOIE, il faut qu'on devienne la France océanique. Et pour ça, il faut que ça passe par les mesures que le gouvernement s'apprête à annoncer ou a annoncé déjà en partie. Pas seulement, vous me demandez, hein, mais peut-être qu'on sait que le président de la République a un côté jupitérien, donc il est inspiré du général de Gaulle. Peut-être qu'il faut que le président de la République fasse un discours fondateur, que dorénavant, il existe la France océanique. Vous savez, avec un drapeau et avec quelques paroles, on peut exalter la jeunesse réunionnaise, la jeunesse ultramarine, la jeunesse d'outre-mer, la jeunesse française. Donc je pense que cette jeunesse aujourd'hui qu'on appelle la génération Y et demain Millennium, elle ne doit pas être tous les jours interpellée par des mots qui s'appellent PLF, PLFS, exo, défiscalisation. Elle doit être interpellée par de l'espoir, du rêve, de la fierté, du sens. Et il me semble que c'est plutôt avec ces types de mots, soyons la France océanique, qu'on réveillera cette jeunesse d'outre-mer. Très bien. Nous nous reverrons, j'espère, après votre séjour à Paris, parce que si j'ai bien compris, il y a une réunion qui est prévue à Paris début novembre. C'est ça. Où vous arriverez avec vos chiffres, elle avec les siens, vous mettrez tout ça sur la table, et on verra à ce moment-là si vous avez été entendu. Alors, moi, j'espère qu'on aura gagné ensemble avec le gouvernement, parce qu'il faut aussi arrêter de considérer que quelqu'un a gagné, quelqu'un a perdu. Si on a gagné, c'est que ça veut dire que le gouvernement a perdu. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait à l'esprit, et je le répète, monsieur Dupuis, cet argent qui est donné aux Outre-mer, c'est de l'investissement. Parce qu'en retour, nous, on leur donne de la TVA, on leur donne des impôts sur la société, on leur donne des emplois, on leur donne de l'octroi de mer, il y a la fiscalité en retour. Est-ce que l'on sait en combien de temps est-ce qu'on rembourse, entre guillemets, est-ce qu'il nous est prêté J'ai pas ces chiffres, mais je rappellerai quand même... C'est quoi, c'est 4 ans, 3 ans, 4 ans? Oh, peut-être moins. Mais un chiffre pour nos téléspectateurs. Sur l'ensemble de la France, hein, les Outre-mer y compris, la France océanique y comprise, l'impôt sur le revenu, c'est 78 milliards d'euros. Et les autres prélèvements obligatoires, c'est 1000 milliards. Taxes foncières, TVA, toutes les autres taxes. Vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui, quand le gouvernement dit « je mets 2 milliards dans les Outre-mer », en retour, il est à juste titre payé, encore une fois, par des taxes. Et non seulement ça, mais avec cet argent, on va acheter des produits qui sont majoritairement français. Donc nous faisons tourner la machine économique française sur laquelle, là aussi, le gouvernement va prélever ses taxes, ses impôts, etc. Donc, alors, vous avez totalement raison, parce que je ne sais pas si c'est arrivé à vos yeux et à vos oreilles. La CPME a fait une étude en octobre de l'année dernière qui s'appelle Réel. C'est une étude où on a objectivé les flux économiques qui arrivent à La Réunion. Il y a 24 milliards d'euros qui circulent à La Réunion. C'est les salaires des fonctionnaires, les transferts sociaux, la création de valeur des entreprises et les importations. Et les exportations pour 700 millions d'euros. Sur 24 milliards. D'accord? Donc si je fais un prélèvement moyen de ce flux de 24 milliards, si je fais un prélèvement moyen de 30%, je ne suis pas faux. C'est-à-dire qu'il y a 7 milliards de prélèvements. Donc 2 milliards de budget d'outre-mer pour 7 milliards de prélèvements, on rapporte bien, hein, d'accord? Donc ce qui est désobligeant dans le biais qui nous est souvent donné, c'est on coûte à la nation. Non, on nous prête et on rembourse très rapidement. C'est ce que je crois profondément. Très bien. Écoutez, on aura l'occasion de se revoir juste après votre retour de métropole et on fera un bilan à ce moment-là. Merci en tous les cas. Merci.